Bonsoir et bienvenue à ce 20e numéro de cette politique. Le sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies qui s'est tenu du 4 au 5 mai à Libreville au Gabon a été l'occasion de poser les problèmes auxquels sont confrontées la jeunesse africaine dans un continent qui est présenté comme le continent de l'avenir et qui semble pourtant offrir peu d'espoir à cette même jeunesse, motivée pourtant, capable de créer et voire d'innover. Parmi les responsables des Nations Unies présents à Libreville au Gabon, Mabinge Ngom, le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'institution qu'il dirige s'emploie depuis plusieurs années à proposer au gouvernement de faire le choix du dividende démographique, un concept nouveau que le docteur Mamadou Kanté, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, a eu l'occasion d'expliquer ici même sur ce plateau de cette politique il y a quelques mois. Nous y revenons donc aujourd'hui pour mieux comprendre comment le dividende démographique peut servir de moteur de développement aux pays africains. Comment les gouvernements africains perçoivent-ils ce concept et comment il est appliqué concrètement aujourd'hui? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau, comme nous le disions, monsieur Mabinge Ngom, qui est le directeur régional du Fonds des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous êtes domicilié à Dakar, je veux dire résidence à Dakar. Comment se portent les régions que vous contrôlez? Comment se porte le Fonds des Nations Unies dans ces régions, Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre? Oui, je dirais d'abord que la région, l'Afrique en général, reste la partie la plus pauvre du monde. Je pense la partie où les efforts de développement doivent vraiment être tournés. Mais c'est également la région où le croît démographique continue à être un peu un facteur déterminant en ce qui concerne un peu l'état de la population, donc l'état de la pauvreté dans cette partie du monde. Et nous parlons un peu d'un monde aujourd'hui où il y a 2 milliards de jeunes. Et la majorité de ces jeunes se trouvent dans les pays en voie de développement, surtout en Afrique. Et en Afrique de l'Ouest et du Centre en particulier, où la jeunesse représente plus de la moitié de la population. Mais également une région qui connaît beaucoup de difficultés, malgré les progrès que nous avons observés dans le passé récent. Vous savez très bien ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, dans la région du Sahel, avec le phénomène que nous appelons de djihadisme. Vous savez également ce qui se passe dans le bassin du lac Tchad, avec ce que nous appelons un peu Boko Haram. Et ce sont ces mêmes phénomènes qui affectent un peu toute l'Afrique. Le golfe de Guinée, la région des Grands Lacs, jusqu'à la Corne de l'Afrique. Et ces problèmes ont quelque chose de commun, c'est que c'est un problème de jeunesse. Et je peux dire que c'est vraiment l'échec des politiques d'éducation, de formation et d'emploi, je pense, qui ont mis un peu l'Afrique dans cette situation. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons un peu d'aller vers une implosion du continent. Donc, parce que le Sahel compte environ 120-140 millions de personnes. Et je pense que c'est vraiment le moment de faire quelque chose pour la jeunesse africaine. Donc, une jeunesse qui est vraiment l'avenir du continent, une jeunesse qui est talentueuse et qui a besoin un peu de contribuer à l'éclosion un peu de ce continent. Donc je disais tout à l'heure que les phénomènes que nous avons dans ces régions et qui font qu'aujourd'hui, les jeunes Africains n'ont d'option que d'aller mourir en mer ou de mourir dans le désert ou de s'accrocher sur les trains des avions. Donc le dividende démographique est aujourd'hui une alternative que nous offrons pour que les jeunes puissent vraiment avoir une option différente que l'immigration et la radicalisation. D'accord, nous reviendrons donc sur comment devrait ou pourrait s'appliquer ce dividende démographique, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement. Également sur ce plateau, Noël Moussavou, qui est le directeur du bureau central du recensement au Gabon. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, si on comprend bien, le bureau central est celui qui est chargé du recensement. Au Gabon, à quel niveau est-ce qu'on se trouve actuellement? Quels sont les chiffres En 2013, le recensement qui s'était déroulé en décembre 2013 avait donné un effectif de population de 1 810 000 habitants. D'accord, mais certaines personnes se disent que peut-être c'est chaque année qu'il faudrait faire le recensement. Est-ce qu'on aurait évolué? Est-ce qu'on serait en deçà de ces 1 810 000? Comment ça se passe, les recensements, généralement? Les recensements, ça se fait tous les 10 ans. Et dans le cas du Gabon, c'est dans la Constitution, c'est tous les 10 ans. Le prochain recensement du Gabon, c'est en 2023.
Et on ne fait pas, entre les deux recensements, on fait des projections de population pour savoir quel est l'effectif, pour estimer l'effectif de population à une année donnée. Alors, à quelle fréquence se fait cette projection? Ces projections se font chaque année. Chaque année. Voilà. Et donc là, pour l'année 2016 ou 2015, la projection a donné quoi à peu près? Dans le cas du Gabon, on n'a pas encore fait des projections. Mais si on reste sur le croît démographique qui est de 2,9, ça veut dire qu'entre 2013 et 2015, il y a dû avoir environ 200 000 personnes de plus. Donc nous pouvons être autour de 2 millions d'habitants. D'accord, avec forcément une population jeune qui est au-delà de 70%, si les chiffres... Au Gabon, la population de moins de 15 ans représente 34% et la population de 65 ans et plus représente 5%. Globalement, la population en âge de travailler représente plus de 65%. Et les populations de moins de 34 ans sont autour de 60%. D'accord, effectivement, c'est de ces populations qu'on parlera tout à l'heure dans cette émission. Mais pour commencer, nous allons regarder ce reportage produit par le bureau régional de l'UNFPA. Il nous explique ce qu'est cette institution, quelles sont ses missions et surtout quelles sont ses ambitions. Nous regardons et nous nous retrouvons juste après. Mis en place en janvier 2013 et basé à Dakar, au Sénégal, le bureau régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre couvre 23 pays. En juillet 2015, sous l'impulsion du nouveau directeur régional, M. Mabingue Ngom, les représentants et les chefs de bureau des pays de la région se sont réunis au Gabon pour adhérer à un nouvel esprit de coopération et discuter de la meilleure façon d'aller de l'avant dans le nouvel agenda de développement durable. Dans les autres pays, des milliers de femmes ont pu bénéficier de l'appui de l'UNFPA dans le domaine de la santé maternelle et infantile. À Popenguine, ville située dans la région de Thiès au Sénégal, les indicateurs de santé se sont beaucoup améliorés grâce à l'engagement des pères éducateurs et l'appui financier de l'UNFPA qui a mis à disposition un fonds de solidarité. Lorsque nous venons nous soigner et que nous n'avons pas de quoi payer, nous puisons dans les 50 000 qui nous sont octroyés, et quelle que soit la nature des soins. Considérés comme des piliers de leur communauté, les chefs religieux et traditionnels vont accompagner l'UNFPA dans le plaidoyer pour l'utilisation des services de santé reproductive. Il nous faut mettre notre temps, notre talent et nos ressources. Et au bout du compte, nous aurons des résultats significatifs. Nous avons besoin de la jeunesse pour le futur. Si on commence par cibler les jeunes de 16 ans et plus sur l'utilisation des condoms et qu'on en parle à la télévision, cela peut heurter les sensibilités. Mais si on en parle dans l'espace familial, là, le message passe beaucoup mieux. De l'appui psychosocial à l'assistance humanitaire, l'UNFPA a mis en branle un dispositif spécial pour venir en aide aux populations déplacées, victimes des conflits armés au Nigeria et en République centrafricaine. Ici, nous sommes libres et bénéficions d'encadrement. Nous avons beaucoup d'amis, nous dormons bien, nous mangeons de la bonne nourriture. Nous n'avons plus peur, c'est cela la différence. 2015 a été une année de progrès pour la région. Nous avons joué un rôle important pour faire reculer le virus Ebola dans la zone du Mano River. Nous avons également joué un rôle important pour le positionnement du dossier de la jeunesse et du dividende démographique dans le Sahel comme dans la région du bassin du lac Tchad, donc affectée par Boko Haram. Nous avons également fait d'importants progrès en ce qui concerne un peu la lutte contre les mutilations génitales féminines. Nous sommes en train également de faire d'importants progrès pour faire avancer le dialogue sur les politiques en ce qui concerne le dividende démographique. Nous avons également fait des avancées remarquables en ce qui concerne la mobilisation des leaders religieux et nous travaillons actuellement sur des chantiers similaires pour la mobilisation des autres leaders communautaires, mais également des personnes affectées, les gouvernements et les principaux bailleurs de fonds. L'UNFPA œuvre à réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement sans danger et le potentiel de chaque jeune accompli.
Alors, avant de parler de ce dividende démographique, on revient peut-être sur ce reportage. On a l'impression que les missions de l'UNFPA, au-delà de simples politiques en matière de gestion des populations, vont également dans le sens de l'humanitaire, du social et autres. Oui, tout à fait. Nous avons été d'ailleurs honorés le 31 janvier à Addis Abeba, donc par les chefs d'État africains, donc, qui nous ont donné un prix spécial pour ce que nous avons fait pour aider les pays du Mano River, donc les plus affectés par le virus Ebola, à savoir la Guinée, Sierra Leone et Libéria. Donc nous avons vraiment mis en œuvre notre capacité de réponse en utilisant nos moyens, en répondant rapidement aux menaces qui pesaient sur les populations. Et nous l'avons fait de façon rapide en travaillant avec des communautés. Et la semaine dernière, j'en ai parlé d'ailleurs à Tokyo, lors de la réunion préparatoire du sommet G7. J'ai été également à Yola, donc dans l'état d'Adamawa au Nigeria, moi-même pour accueillir les 275 filles qui ont été libérées de Boko Haram, qui sont revenues dans des conditions extrêmement dramatiques, et nous les donnons des services de counseling, de conseil, d'appui et de réhabilitation. Donc je pense que nous travaillons et dans le domaine du développement et en matière d'humanitaire, et nous jouons également un rôle très important au niveau du dialogue sur les politiques de développement. Alors, si on en vient donc au sujet de cette émission, le dividende démographique que vous proposez, de quoi est-ce qu'il s'agit de façon, ou bien dans un langage accessible à tous? Qu'est-ce qu'on entend par dividende démographique? Oui, je dirais que de façon très simple, c'est vraiment un coup de pouce de croissance qui est réalisé lorsque nous mettons en valeur les ressources humaines. Donc, de façon très simple, il s'agit vraiment d'utiliser de façon judicieuse la structure de la population, faire des investissements massifs en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de bonne gouvernance, pour valoriser un peu cette manne que nous avons, qu'est un peu la jeunesse africaine aujourd'hui. Je pense qu'il doit être un peu le fer de lance pour le développement du continent. Alors c'est forcément une méthode ou un concept qui a un lien très proche avec le recensement, avec la population, la démographie et le Gabon, sa jeunesse forcément. Bon, le recensement apporte des informations en ce qui concerne la structure de la population. Et comme il l'a dit, le dividende démographique est d'abord basé sur une étude de la structure de la population. Quel est l'effectif de la population aux différents groupes d'âge? Et on commence à rentrer dans les fenêtres d'opportunité, on commence à bénéficier du dividende démographique lorsque vous vous retrouvez avec un groupe d'âge des personnes actives qui est supérieur aux personnes inactives. C'est-à-dire ici, la population qui va supporter les charges sociales, elle est plus importante que la population qui bénéficie des charges sociales sans travailler. Donc, pour avoir ces informations, vous avez besoin d'avoir l'effectif de votre population. Et donc c'est à cette population que le dividende s'applique. Le dividende démographique concerne la population active, c'est ça? Le dividende démographique concerne l'ensemble de la population. Mais l'un des leviers, les gens qui permettent de profiter du dividende démographique, ce sont les gens qui travaillent. D'accord. Et si on parle un peu de ce parcours du dividende démographique, c'est quoi l'histoire en Afrique? Dans quelle région ou quels sont les peuples qui avaient déjà pu bénéficier de cela ou qui l'avaient déjà pratiqué, même de façon inconsciente? Oui, je dirais que je pense que le concept a beaucoup évolué, mais sa connaissance. Et lorsque nous parlons de dividende démographique, nous pensons notamment à ce que nous appelons un peu les dragons asiatiques. Et ces pays ont tiré entre 50% et 2/3 de leur croissance dans le dividende démographique. Donc c'est à travers un peu les efforts massifs d'éducation, d'investissement dans la santé pour faire baisser la mortalité maternelle, infantile, je pense, qui ont été à l'origine un peu de la croissance rapide et le développement que nous avons connu dans ces pays. Je pense qu'il est important donc que l'Afrique puisse un peu suivre, en tout cas, certains aspects de ces investissements pour, en tout cas, se préparer pour l'agenda 2030. C'est d'ailleurs pourquoi la communauté internationale a retenu le dividende démographique comme étant une priorité
pour l'agenda 2030. Les Africains eux-mêmes, dans la position commune africaine, ont reconnu le dividende démographique comme étant la voie royale. Troisièmement, dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, le dividende démographique est également une priorité au sommet. Mieux, les chefs d'État ont décidé lors de leur sommet de janvier 2016 que le sommet de 2017 portera sur le dividende démographique. Et ils ont demandé à la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la CEA, le NEPAD, la Commission de l'Union africaine et le Fonds des Nations unies pour la population, mon organisation, de leur soumettre une feuille de route pour leur sommet de Kigali dans 2 mois et demi. D'accord, mais de façon concrète, parce que c'est très scientifique ce que vous dites, de façon concrète, comment s'applique, comment les gouvernements africains, les pays tels le Gabon peuvent appliquer aujourd'hui ce dividende démographique? Comment ça se matérialise sur le terrain? Je vais vous donner un exemple. Je pense que mon collègue a parlé un peu de l'importance du recensement qui nous permet un peu de savoir exactement quelles sont les données au niveau des différents groupes de population. Et ces données ne doivent pas être ensuite rangées dans les tiroirs. Ces données doivent être analysées et doivent être utilisées pour définir un peu les actions de politique publique qui peuvent un peu corriger certaines des tendances lourdes. Quels sont les besoins en termes d'emploi? Quels sont les besoins en termes de formation? Quels sont les besoins en termes de santé qui doivent nous permettre un peu de valoriser le capital humain pour faire en sorte qu'ils puissent vraiment participer au développement du pays. Je vais donner un exemple concret. Vous allez dans un pays comme le Niger, où vous avez un peu les mariages précoces qui entraînent un peu un lot de problèmes pour la jeune fille. D'abord, elles sortent des circuits scolaires. Ensuite, elles sont atteintes de fistules. Ensuite, elles sont sujets un peu de toutes les difficultés que vous connaissez. Donc, nous ne pouvons pas afficher des progrès significatifs et faire reculer la pauvreté si nous continuons à marier les filles à l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et si la moitié de la population continue à souffrir de fistules, si les filles continuent à être sujets un peu des avortements clandestins, si les filles continuent à mourir donc en couche. Donc voilà un peu un certain nombre de phénomènes qui pèsent sur le potentiel de développement du continent. Non seulement les populations ne peuvent pas pleinement participer, mais les quelques personnes qui travaillent, la richesse qui est créée, ne sert qu'à entretenir un système de santé pour lequel il est difficile d'améliorer la qualité. On ne peut pas améliorer la qualité de l'éducation parce que la femme continue à faire 7 enfants, plus de 7 enfants donc dans un pays comme le Niger. Donc je pense qu'il y a un ensemble de phénomènes sur lesquels nous devons travailler de façon simultanée. Donc la santé, l'éducation, la gouvernance est un aspect également important et des autres politiques pour faire en sorte qu'on puisse optimiser le potentiel que constitue un peu la jeunesse. Et je vais donner un exemple parce que vous avez parlé un peu, si c'était une approche, c'est une stratégie de développement à moyen et long terme, mais également un instrument de résilience. Parce que les pays qui sont aujourd'hui en crise, la plupart de ces crises, c'est simplement la conséquence de mauvaises politiques de prise en charge des besoins des populations, surtout des jeunes. Et justement, jusqu'où va l'action de l'UNFPA? Est-ce que vous vous contentez de donner des conseils, d'être là comme un conseiller, pas un gendarme, je ne dirais pas jusque-là, ou alors vous avez une certaine part d'engagement dans la mise en place de ce dividende démographique? Oui, nous avons une action multiforme et nous avons ce qu'on appelle un peu le mode d'engagement. Et ce mode d'engagement n'est pas une chemise qu'on porte partout. Donc, il est adapté donc, au contexte des pays. Dans certains pays, par exemple, notre rôle se limite à donner des conseils. Dans d'autres pays, nous donnons des conseils. Par exemple, je prendrai le cas du Gabon. Au Gabon, par exemple, nous avons financé le recensement de la population. Nous travaillons avec la direction de la statistique en ce qui concerne l'EDS. Nous supportons également le ministère du Genre. Nous avons appuyé le gouvernement pour la préparation de leur politique en matière de jeunesse. Et aujourd'hui, j'ai eu un petit déjeuner avec le directeur général de la prospective, avec qui nous sommes en train de définir un peu une feuille de route nous permettra un peu d'appuyer les initiatives du gouvernement gabonais pour le dividende démographique. Dans la région du Sahel, nous avons actuellement un important programme que nous appelons Sahel
Women Empowerment and Demographic Dividend pour 6 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, la Mauritanie et le Tchad. Je pense que l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse aider la jeune fille à rester à l'école, que nous puissions régler un peu les problèmes d'approvisionnement en produits médicaux, qui permet un peu d'améliorer la santé de la mère, de l'enfant. Et nous travaillons également sur les questions de l'emploi des jeunes pour réduire un peu les chances de radicalisation que nous connaissons aujourd'hui dans le Sahel. Dans le bassin du lac Tchad, nous jouons également un rôle important dans des domaines similaires. J'ai tantôt parlé du rôle que nous avons joué pour Ebola, donc pour lequel nous avons reçu un prix de l'Union africaine. Donc, dans chaque région, dans chaque pays, nous essayons de répondre aux besoins les plus pressants des populations, donc en matière de santé, en matière de production de données, en matière de mobilisation, de partenariat. Parce que lorsqu'il s'agit de dividendes démographiques, nous ne faisons pas tout. Nous jouons un peu un rôle de rassembleur, un rôle un peu de conseiller, et nous nous focalisons sur les domaines où nous pouvons vraiment apporter de la valeur ajoutée réelle pour l'amélioration des populations. Alors, Noël Moussavo, pour le cas du Gabon, le dividende démographique, comment pourrait-il être exploité? Quels sont les domaines ou quels sont les secteurs qui pourraient bénéficier beaucoup plus de ce concept? Déjà, comment est-il accueilli par les autorités gabonaises? Bon, déjà pour commencer, il faut dire que le recensement a permis d'avoir un certain nombre d'informations cruciales. Nous avons constaté que plus de 64% de la population gabonaise est en âge de travailler. Et cette population qui est en âge de travailler, malheureusement, il n'y a que 580 000, environ, un peu plus de 50% de cette population qui est sur le marché du travail, c'est-à-dire soit en activité, soit au chômage. Donc nous avons plus de 40% de la population qui est en âge de travailler, mais qui ne travaille pas et qui n'est pas sur le marché du travail. D'accord, bon, donc soit n'a pas de travail, soit n'est pas formé. Non, il y a deux aspects. Ce n'est pas soit n'a pas de travail. Ça veut dire qu'elle n'a pas de travail, mais pourquoi elle n'a pas de travail? Deux aspects. Soit elle est sur les bancs de l'école, soit ils sont encore à l'école, ou alors ce sont des gens handicapés, ou alors ce sont des personnes qui ne cherchent pas du tout de travail pour d'autres facteurs. Donc, à partir de ce moment, un de ces aspects que le pays peut faire, c'est déjà d'approfondir et mieux comprendre pourquoi près de 50% de la population en âge de travailler n'est pas sur le marché du travail. Ça, c'est déjà un de ces aspects. Donc, des études peuvent être menées dans ce cadre-là. En ce moment, il se prépare une étude avec le financement du UNFPA sur la situation de la jeunesse au Gabon. Ça nous permettra de mieux approfondir le thème de mieux approfondir les aspects qui font en sorte que la population qui est en âge de travail ne soit pas sur le marché du travail. Et un autre aspect, il y a des études qui sont en train de se préparer qui permettront de voir quelle est la situation de la scolarisation au Gabon. Parce que pour être productif, pour être très bien productif, il faut avoir une très bonne formation. Et donc, il faut se poser la question de savoir quelle a été l'évolution de la formation au Gabon depuis 1993 jusqu'en 2013. Nous avons la chance d'avoir entre-temps organisé 3 recensements. Donc nous avons des informations qui peuvent nous permettre d'avoir des tendances sur ces aspects-là. Et en ce qui concerne le Gabon, pour revenir, en dehors de ces chiffres, il y a des actions qui sont en train d'être menées sur le terrain. Si vous regardez, il y a un jeune métier. Oui, bien sûr. Okay. Ça, c'est un programme du gouvernement, un jeune métier. Nous voyons, avec un tel programme, si on a bien identifié en amont des aspects qui sont indispensables pour permettre aux jeunes de travailler. Parce que maintenant, j'ai parlé des gens qui ne travaillent pas, qui ne sont pas sur le marché du travail. Il faut maintenant regarder ceux qui sont sur le marché du travail. Quels sont les facteurs qui favorisent l'emploi, l'employabilité d'un individu? Si nous les connaissons, nous pouvons mieux identifier les actions qui doivent être menées auprès des personnes qui ne sont pas sur le marché du travail pour faire en sorte que ces gens-là deviennent actifs et faire en sorte que ceux qui sont au chômage aussi trouvent du travail. Donc, d'une manière générale, le fait que nous ayons fait un recensement et que nous avons approfondi la question nous permet d'avoir une source d'informations qui peut guider les décisions des gouvernants et de ceux qui interviennent sur le développement. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de délai dans l'application ou la mise en place du dividende démographique? Est-ce qu'il n'y a pas un délai pour juger peut-être de la réussite ou pas? Oui, je pense qu'on parle un peu de la fenêtre
Donc, quand est-ce que la fenêtre est ouverte? Et pour la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la fenêtre est ouverte. Cela signifie, et la fenêtre, c'est une fenêtre d'opportunité. Donc, c'est que ce n'est pas quelque chose pour laquelle on doit battre traîner les pieds. Quand la fenêtre est ouverte, il faut agir, ou bien il fallait agir avant. Donc, c'est vraiment le moment pour les pays africains d'accélérer un peu les processus d'analyse de la situation, la définition des politiques, mais surtout que des actions concrètes et des actions d'envergure soient menées pour que l'Afrique puisse tirer profit de cette fenêtre d'opportunité qui n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique, elle n'est pas gagnée d'avance, donc il faut vraiment qu'elle soit traitée avec beaucoup de sérieux. Et je suis content d'ailleurs de dire que la conversation ce matin avec nos collègues du Gabon me fait dire que dans les semaines à venir, nous allons former une équipe gabonaise donc, au Sénégal, à Dakar, pour que cette équipe puisse vraiment prendre en charge le processus et faire venir un peu l'appui de la communauté internationale pour mettre en place les programmes ambitieux dont on a besoin pour répondre aux préoccupations de la jeunesse gabonaise. Alors, juste pour clore cette première partie de l'émission, le point sur l'Afrique, si on parle des résultats, quels sont aujourd'hui les exemples que vous pouvez nous citer comme les meilleurs élèves, du moins pour les régions que vous couvrez, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre? Oui, je crois que c'est peut-être très tôt pour parler un peu de meilleurs élèves, mais je peux dire qu'entre septembre 2015 et maintenant, 13 pays, donc en Afrique de l'Ouest et du Centre, ont bénéficié en tout cas d'une formation donc avec le Centre de recherche en économie appliquée et finance de Thiès. Pour chacun de ces pays, une équipe nationale entre 7 et 12 personnes, je pense, a été formée. Et je pense que les profils ont été déterminés pour dire exactement dans chaque pays qu'est-ce qu'il faut faire. Deuxièmement, nous sommes en train de travailler donc, avec nos partenaires pour faire venir un peu la communauté internationale autour de ces plans d'action de pays. Je pense que nous sommes en train de faire des progrès. Je peux peut-être citer avant la fin du mois de juin. Donc à la date d'aujourd'hui, je peux dire que tous les pays du programme Sahel dont j'ai mentionné, donc la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali qui fait sa formation cette semaine, la Mauritanie, le Tchad et le Niger, donc, ont déjà bouclé leur plan d'action. Donc, ils savent à peu près aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, l'effort national de chacun de ces pays ne sera pas suffisant. Il faut absolument un accompagnement de la communauté internationale. Et ce n'est pas gagné. C'est pourquoi nous faisons un plaidoyer sur le plan international pour que les pays qui assistent un peu l'Afrique de l'Ouest et du Centre puissent vraiment être à nos côtés et faire en sorte que nous puissions mettre tous les efforts pour la mise en œuvre de ces plans d'action pour capturer le dividende démographique. D'accord, on va marquer une légère pause, juste une respiration et on reviendra pour parler toujours de ce dividende démographique, mais cette fois comme espoir pour la jeunesse africaine. À tout de suite. Alors, vous êtes toujours sur Canal 7, c'est 7 politique. Nous parlons de l'Afrique et du choix du dividende démographique. Et sur ce plateau, Mabingue Ngom, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population, et Noël Moussavou, directeur du bureau central du recensement au Gabon. Monsieur Mabingue, vous êtes donc au Gabon pour ce sommet de la jeunesse. Elle est donc cette jeunesse gabonaise, ou la jeunesse en général, est la cible et la raison première du dividende démographique, mais on n'a pas l'impression qu'elle soit véritablement au courant du concept. Oui, je dirais oui et non, parce que le 5e sommet panafricain donc, réunit tous les jeunes du continent, et je pense hier, on a assisté un peu au passage du flambeau donc, à l'équipe du Gabon. Donc je pense que la jeunesse, c'est pourquoi d'ailleurs je disais hier, l'objet de ma présence, c'était parce que nous avons voulu profiter un peu du sommet de Libreville
pour engager la jeunesse africaine. Parce qu'une des leçons que nous avons tirées un peu de l'expérience de décennies de travail dans le domaine du développement, c'est que nous ne pouvons pas faire de progrès sans l'engagement des populations qui sont impliquées au premier chef. On ne peut pas faire de progrès durable sans l'implication des communautés locales. Et je pense que la réponse Ebola l'a confirmé. Donc c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il fallait absolument profiter de la tenue à Libreville cette semaine de ce 5e sommet panafricain des leaders, des jeunes leaders, pour les engager, pour qu'on puisse les écouter, demander leur avis en ce qui concerne la feuille de route que nous préparons pour l'Union africaine. Parce que nous ne pouvons pas aller à Kigali, présenter une feuille de route pour régler les problèmes de la jeunesse africaine sans l'implication de la jeunesse africaine. Donc, il faut absolument que la jeunesse participe. Donc, c'est vraiment l'esprit de notre participation. Donc, là, les jeunes sont au courant. Ils sont extrêmement engagés. Il y a de cela 3 mois, d'ailleurs, avec Afriam, donc le réseau africain des jeunes. Donc, nous avons eu un dialogue avec les jeunes et je crois que j'avais au moins 3000 jeunes donc, connectés de partout en Afrique donc, pour engager une conversation avec moi et mon équipe donc, sur les questions du dividende démographique. Oui, mais quand même, M. Moussavou, même s'il parle de 3000 jeunes, c'est 3000 jeunes répartis. Pour le cas du Gabon, il y a quand même ce problème d'information, peut-être dans des provinces et les coins reculés. Comment sensibiliser, comment répandre mieux le message concernant l'importance du dividende démographique dans cette jeunesse-là? Bon, il y a 2 aspects qu'il faut faire sortir ici. Le premier aspect, c'est que il dit que les jeunes ne sont pas conscients de leur rôle dans le développement. Je pense que c'est aller un peu trop loin. Pas qu'ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas informés de l'importance du dividende démographique. Ils sont conscients de leur importance, mais ils ne sont pas conscients du comment. Le dividende est un nouveau procédé. Comment amener cela vers eux? Bon, ils ne sont pas informés parce qu'au Gabon, le concept même de dividende démographique, c'est maintenant, comme il a dit, c'est un concept, hein, c'est une approche de développement. Et cette approche de développement, c'est une approche qui est en train d'être prise graduellement, qui est en train d'être mise en place graduellement. Parler concrètement du dividende démographique comme ça, avec comme une expression, c'est maintenant qu'on commence à en parler concrètement au Gabon. Mais si vous prenez l'année de la jeunesse qu'il y a eu, au cours de cette année de la jeunesse, il y a eu beaucoup d'informations concernant le rôle, l'importance de la jeunesse dans le cadre du développement. Okay? Maintenant, pour revenir au dividende démographique, il faut dire, comme il a dit, il a parlé de fenêtres d'opportunité, parce que le dividende démographique ne concerne pas uniquement des jeunes. Dans un premier plan, ce sont des jeunes, parce que ce sont eux qui rentrent progressivement sur le marché de l'emploi. Mais dans un second temps, ce sont les personnes âgées. Parce que par la suite, ce sont ces personnes-là qu'il faut prendre en compte. Et on parle de fenêtre d'opportunité. C'est une période au cours de laquelle, tant que la population en âge de travailler est plus importante que la population prise en charge, on reste dans le contexte du dividende démographique. Mais on sort de cette fenêtre d'opportunité dès lors que la population commence à vieillir. Et la fécondité baissant, on se retrouve avec une situation où les jeunes deviennent de moins en moins nombreux. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait Dans ce cas-là, c'est là, à ce moment, qu'il faut faire le bilan de la prise en charge du bénéfice que nous avons tiré du dividende démographique. C'est à ce moment. Parce qu'on se dira, tiens, voici de telle période à telle période, voici quelle était la structure de notre population. Et aujourd'hui, voilà la structure de notre population. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que nous avons pleinement profité de l'apport que la jeunesse, l'apport de cette population active pouvait avoir sur l'économie? Et ça, le plus important, c'est que les autorités soient suffisamment sensibilisées sur le dividende démographique, qu'ils comprennent que la politique qu'on menait auparavant, lorsqu'on avait plein d'enfants qu'il fallait scolariser, est différente de celle que nous devons avoir lorsque nous avons une population active de plus en plus importante. Si auparavant nous avons une nécessité de construire des écoles, maintenant il faut tenir compte d'un autre aspect, c'est qu'il faut trouver de l'emploi. Et il faut de l'emploi suffisamment approprié pour ces gens qui ont été formés, de façon à ce que le pays puisse bénéficier de ces investissements en matière de formation. Alors, oui. Oui, donc je crois qu'il y a 2 ou 3 choses qu'il faut dire. La première, c'est que même si la question des jeunes a toujours été, je pense, sur la table, je pense qu'il faut avouer que les Africains n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour les jeunes. Je peux dire des efforts concrets, pratiques, pour changer un peu la situation des jeunes et créer un avenir pour les jeunes. Je pense qu'il faut avoir une rupture. Et je pense que c'est vraiment l'objet de l'effort que nous menons actuellement pour que les Africains, les leaders africains,
soient encore beaucoup plus conscients de la situation et du danger. Quel est votre aperçu de la question? Est-ce que à ce niveau de votre parcours dans l'application, dans la sensibilisation en vue de l'adoption de ce nouveau concept, est-ce que vous avez l'impression qu'ils suivent ces leaders, ces dirigeants de gouvernements africains? Je vais dire que franchement, sont de plus en plus conscients? Je ne suis pas convaincu qu'il y a eu suffisamment d'efforts qui ont été faits, tant je pense qu'il y a des signaux que je pense que quelque part, il y a une prise de conscience des plus hautes autorités des pays, ce qui fait d'ailleurs qu'ils n'ont pas voulu se limiter simplement à en faire une priorité dans l'agenda 2063, mais ils ont demandé une feuille de route pour la préparation du sommet spécial de 2017 pour que des actions concrètes soient posées. Deuxièmement, il ne s'agit pas de mener de petites actions disparates pour continuer le saupoudrage qu'on a fait dans le passé et qui visiblement n'a pas produit beaucoup de choses. On ne peut pas avoir de petits projets ici, de petits projets là, de façon désordonnée. Je pense qu'il faut vraiment une approche beaucoup plus organique. Et je disais que la situation de la plupart des pays ne permet pas aujourd'hui de le faire. C'est pourquoi il faut que la communauté internationale vienne en appui à ces programmes ambitieux pour que les choses changent. Et c'est important parce qu'il y va de l'avenir du continent, il y va de la sécurité du continent et même de la sécurité globale. Parce que je parlais un peu d'un Sahel de 150-170 millions de personnes. Donc si nous ne faisons pas attention, si nous ne prenons pas des actions rapides, nous allons arriver à une implosion, je pense, qui ira au-delà des frontières du continent. Et je crois que nous devons absolument offrir des alternatives aux jeunes africains pour arrêter l'immigration et la radicalisation. Parce que lorsque ces jeunes n'ont pas d'opportunité, lorsqu'ils n'ont pas d'espoir, lorsqu'ils n'ont pas d'emploi, lorsqu'ils ne sont pas éduqués, la seule option qui s'offre à eux, c'est vraiment l'immigration. Et lorsqu'ils échouent, ils sont recrutés. Mais cette jeunesse a quand même une part de responsabilité. Mais absolument. Je crois que c'est une responsabilité collective parce que nous devons créer les opportunités. Et je crois qu'ils cherchent, ils essaient beaucoup, mais je crois qu'ils n'ont pas les opportunités. Lorsque les jeunes sont prêts à aller mourir en mer, lorsqu'ils s'accrochent sur les trains des avions. En face, on a des jeunes qui sont dans des pays en paix, où il y a des travaux, mais peut-être qu'ils se disent que ce n'est pas ce qu'ils voudraient faire, où on a quand même des exemples de jeunes qui préfèrent se livrer à autre chose que de travailler. Oui, je crois que notre collègue du Gabon a mentionné un peu cet aspect tout à l'heure. Je pense que les travaux que nous allons faire avec le Gabon dans les semaines qui viennent nous permettront un peu d'avoir les faits, les données, mais également être précis sur l'ampleur du phénomène et trouver les solutions idoines. Ce que je veux dire, c'est que quelque chose doit être fait. Nous ne pouvons plus nous asseoir et laisser la jeunesse africaine, qui est notre richesse, qui doit être le fer de lance pour le progrès du continent dans son état actuel. Je pense que c'est une voie de garage que nous devons tous éviter. Alors juste un dernier tour de parole avant de clôturer. Est-ce que vous êtes assez optimiste pour ces jeunesses africaines? Vous avez quand même de l'espoir encore? Oui, si on n'a pas d'espoir pour la jeunesse africaine, qu'est-ce qu'on peut faire encore? La réalité, c'est que la jeunesse africaine, elle peut faire énormément de choses, mais pourvu qu'on comprenne ce qu'elle doit faire et qu'on comprenne ce qu'on doit faire, nous les adultes, au commencement. C'est-à-dire que voici des individus qui sont là, ils ont un potentiel. Si nous ne les éduquons pas suffisamment et si nous ne les préparons pas à assumer leurs responsabilités dans l'avenir, nous ne nous attendons pas à ce qu'ils les assument. Ça, c'est l'aspect fondamental. Donc, par rapport à la jeunesse africaine, je pense que la jeunesse, on doit être optimiste sur cet aspect-là. Ça, c'est clair. Elle est suffisamment importante. Elle va continuer à être très importante dans nos effectifs. Et si on laisse cette partie, si on est pessimiste par rapport à ça, on est pessimiste par rapport à toute l'Afrique. Alors, concernant le dividende démographique, juste avant de conclure cette émission, on est encore dans la phase explicative, on pourrait le dire ainsi, la phase d'analyse, si vous voulez. Quels seraient, selon vous, les délais pour avoir des résultats concrets? Moi, je dirais que le train est parti. Le train est parti et dans beaucoup de pays, je parlais de 13 pays aujourd'hui qui sont très avancés dans leur feuille de route. Je pense que des actions concrètes sont effectivement en cours. Mais ce n'est pas un événement, donc ce n'est pas une action discrète ici. Une action discrète, je pense que c'est un processus de longue haleine qui demande des ressources importantes, une mobilisation de beaucoup d'acteurs, mais les jeunes, d'abord, les plus hautes autorités doivent vraiment mettre leurs mains à la pâte, mais également que les ressources de ces pays
puisse être là où les stratégies sont. Parce qu'on ne peut pas signaler à droite et tourner à gauche. Oui. Et dans le passé, je pense que je dois dire que très peu d'efforts concrets, d'envergure, ont été mis en faveur des jeunes. Sinon, on n'allait pas connaître un peu la situation que nous connaissons aujourd'hui dans la plupart des pays. Je pense maintenant qu'il faut garder le cap, il faut redoubler d'efforts, il faut faire venir la communauté internationale, mais le leadership des pays, l'engagement des jeunes, l'implication des communautés, des leaders communautaires, je pense, est la voie à suivre. Mais en dehors des arguments, vous n'avez pas d'autres moyens de pression sur ces gouvernements? Oui, je crois qu'on n'a plus d'options. Je crois que nous avons vu ce qui s'est passé dans certains pays de la région. Je pense que, bon, pour être très, très clair, je pense que les pays n'ont plus le choix. Parce que ces jeunes que moi je vois dans toutes les villes ne vont plus attendre de nombreuses années pour que leur situation soit réglée. Ou bien nous faisons ce que nous devons faire dans chacun des pays pour les créer des emplois, créer des opportunités, les protéger contre ces fléaux qu'on appelle un peu le terrorisme violent, ou simplement on va vers une aventure qui peut faire basculer chacun de ces pays et personne n'est à l'abri vers des situations irréparables. Okay. Donc c'est le moment d'agir par des actes concrets et des actes d'envergure, pas du saupoudrage. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Je rappelle que vous êtes Mabingi Ngom, directeur général pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population. Merci d'être passé chez nous. Vous êtes encore au Gabon? Jusqu'à demain matin. D'accord. Bon séjour à vous. Merci d'être passé sur les antennes de Canal 7. Merci également à Noël Moussavou, directeur du bureau central du recensement au Gabon. Merci d'avoir participé à ce numéro de 7 Politique. Merci à vous, à la maison, de nous avoir regardés. À très bientôt sur les antennes de Canal 7.